Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Parité, mariage des mineurs, handicapés, harcèlement, égalité dans l'héritage, avortement, autant de sujets qui concernent le ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement Social. Aujourd'hui, chose promise, chose due dans les experts. Deuxième édition des experts avec un ministre du gouvernement qui rentre dans la peau d'un expert. Et aujourd'hui, d'une experte, je reçois Bassima Harkaoui, ministre de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement Social. Les experts atlantiques, jusqu'à midi. Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans Les Experts. Nous sommes en direct jusqu'à midi et nous réitérons l'expérience et je remercie tous les ministres qui acceptent. Et il y en aura d'autres qui viennent et très prochainement nous aurons le maire de Casablanca sur ce plateau. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bassima Harkaoui, ministre de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement Social qui a accepté de se prêter au jeu des experts et donc de rentrer dans la peau d'un expert, d'une experte aujourd'hui pour répondre à vos questions. Vous le savez, n'hésitez pas à nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80. Fatema est au standard comme d'habitude pour prendre vos appels. Youssef est aux commandes. Wafa Moda est en back-office également, que je remercie, et vous pouvez réagir sur la page Facebook des experts. Lorsque nous avons annoncé le sujet, bien sûr, vous avez été nombreux à réagir sur la page Facebook. Nous n'hésiterons pas à prendre ces questions, à les poser à Madame la ministre. Madame la ministre, comment ça va ? Très très bien. Tout va bien ? Oui. Oui, vous êtes arrivé en avance, vous avez pris un petit café, un petit four, tout va bien là. Ouais, je suis à l'aise. On est à l'aise. Alors aujourd'hui, on va parler de choses qui, bien sûr, alors vous doutez bien, c'est que il y a des fractures et on les sent et on va essayer de les expliquer. Notamment, vous avez des notions en termes de psychologie sociale qui sont intéressantes. En tout cas, moi, qui m'intéresse énormément, que vous utilisez pour décrire la situation qu'il peut y avoir entre la société civile et vous. Et ça, vous l'avez déclaré à nos confrères de l'Économiste. Mais avant, petit rituel que je fais avec tous les ministres qui viennent sur ce plateau, puisque vous êtes expert. Je parle de psychologie sociale, mais vous êtes experte en quoi ? Avant d'être ministre, avant d'être politique, vous êtes experte en quoi ? Alors moi, je suis enseignante en éducation. Bien sûr que j'ai enseigné pendant quelques années et après, je me suis vouée au Parlement. Et j'ai fait presque la même chose, si vous voulez. J'ai représenté la société marocaine, c'est vrai, mais j'ai continué à faire plusieurs choses pour encadrer la société marocaine. Alors, lorsque je parle de psychologie sociale, parce que c'est votre domaine, et aux confrères de l'Économiste, beaucoup d'ONG marocaines, féministes, vous reprochent finalement d'être plus anti-féministe que féministe. Et vous répondez à ça en disant qu'il y a une vraie dissonance cognitive. Alors, comme je suis un petit élève studieux depuis très longtemps, je suis allé fouiner ce qu'était la dissonance cognitive et ça m'intéresse. Alors, je suis allé voir que quand même, c'était Léon Festinger qui était finalement le grand inventeur, mais de ce concept de dissonance cognitive, dans un bouquin qui s'appelle L'échec d'une prophétie, psychologie sociale d'un groupe de fidèles qui prédisent la fin du monde. Donc en gros, si on résume la dissonance cognitive, c'est malgré avoir eu des preuves de on va dire l'impossibilité de prouver une croyance, et malgré ça, on y croit aussi. La dissonance cognitive, elle vient d'où ? Il y a une telle fracture entre vous et la société civile, une frange des femmes marocaines. Comment vous appelez ça la dissonance cognitive ? Mais non, on va pas jusqu'à dire qu'il y a une fracture entre la société civile et moi, mais je vais vous dire, moi je suis pointée même dans mon parti, dans mon entourage, que je suis féministe. Alors que pour quelques associations, donc, il faut pas généraliser. Oui. Il y en a qui disent que il fallait faire un peu mieux, peut-être, mais pourquoi je dis qu'il s'agit d'une dissonance cognitive? D'abord, ils m'ont accusé même avant de voir ce que j'allais faire dans mon poste de ministre. Je pense que c'est à base d'un stéréotype qui fait que on a toujours eu un modèle de ministre dans ce secteur de la femme depuis bien sûr Saïd Saidi, Skli,
Silharouchi. On croyait que ce secteur a une couleur, alors que non, c'est un secteur comme les autres, et que n'importe quel militant dans son parti qui est élu peut être dans ce poste, d'autant plus que j'en ai la spécialité. Vous savez que ma formation académique est en psychologie sociale et ma thèse a été sur les enfants de la rue, les enfants qui exercent la mendicité dans la rue. Et j'ai toujours pendant 10 ans été dans la commission des secteurs sociaux, là où on traitait les problématiques de la femme, de la société, l'emploi et autres. Donc, je ne vois pas qui est mieux placé pour être ministre dans ce secteur de la femme, des personnes handicapées et les autres. Alors, on va voir si vous êtes bien placé, parce que justement, on va voir. Non, mais justement, on va se poser la question juste sur tous les thèmes, finalement, parce que c'est ça qui est important. Et je vous l'ai dit, avant de rentrer dans l'émission, c'est pas une émission, pour nous, c'est une émission politique, mais d'une autre manière. Elle n'est pas politiquement politicienne, mais puisqu'on répond aux questions des gens et on essaye du mieux possible de répondre, c'est une vraie émission politique. Non. Alors, on va voler sur les différents points. Alors, vous avez parlé notamment des enfants de rue. Si vous voulez, on va bien commencer par ça. Ensuite, on parlera bien sûr de la parité, de l'égalité homme-femme, parce que ça aussi ce sont des grands sujets aujourd'hui, parce qu'il y a des rapports du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, sur le classement du pays en termes en matière des droits de femmes. Vous avez parlé des enfants des rues. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore sur des chiffres qui sont alarmants, avec plus de 150 bébés qui naissent hors mariage chaque jour. Il y en a 24 qui sont abandonnés. Aujourd'hui, ce sujet-là, est-ce que vous considérez que vous l'avez pris suffisamment à bras-le-corps? Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qu'il faut encore faire sur ce sujet-là? Dans ce sujet, on ne le prend jamais à bras-le-corps. Ça veut dire qu'on n'en fait jamais assez, puisque l'enfant, c'est l'avenir de l'homme, de l'adulte. Je crois que j'ai fait peut-être ce qu'il fallait faire dans une période limitée pour un gouvernement. Bien sûr, j'ai lancé une politique publique intégrée pour la protection de l'enfance, puisque avant il y avait un plan national pour l'enfance qui a été évalué en 2011 et en mi-parcours, on découvre qu'il y a un vrai déficit au niveau de la protection de l'enfance. Donc, j'ai pris la décision de lancer cette politique publique qui va faire un cadre où se convergent toutes les initiatives des secteurs de la société civile, de tous les établissements qui s'intéressent à l'enfance. Alors là, maintenant, cette politique publique est adoptée au niveau de la commission interministérielle présidée par monsieur le chef du gouvernement et la commission technique qui est composée des points focaux de tous les secteurs. Bien sûr, il y avait une large concertation avec les associations compétentes dans le domaine de l'enfance et on a réussi après aussi l'organisation des assises pour la première fois, les premières assises sur l'enfance, on a réussi à avoir notre politique publique intégrée pour la protection des enfants. Mais alors, parce que concrètement, ce que vous êtes en train de me dire, mais aujourd'hui, il y a quand même un intrant. C'est-à-dire ces bébés, ils n'arrivent pas comme ça, ils n'arrivent pas comme ça dans la rue. On parle quand même de plus de 150 bébés hors mariage. Est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez de dissonance cognitive et je vous posais la question sans détour. Est-ce qu'aujourd'hui, idéologiquement, vous pouvez arriver à discuter de choses qui sont clairement, sensibles à discuter, à savoir ces bébés qui sont en mariage sont bien issus de relations hors mariage. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vraie politique en amont par rapport à ces mères célibataires qui abandonnent ces enfants-là? Mais il n'y a aucun tabou, bien sûr. Je peux parler de toutes les situations là où on trouve des femmes en difficulté, les enfants en difficulté, bien sûr. D'ailleurs, nous avons le SAMU à quelques pas d'ici qui accueille, malheureusement, on en trouve des femmes qui ont en état de grossesse, d'une union illégitime, si vous voulez, et qu'on accueille à bras ouverts pour qu'ils puissent accoucher dans un SAMU, donc dans un établissement
ça ne relève pas de sa compétence d'accueillir des femmes dans cet état. Mais on peut pas les laisser dans la rue. Alors, pour les enfants, bien sûr, j'ai été devant la commission des droits de l'enfant à Genève et je pense on a beaucoup d'avancées sur la question d'enfants, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il reste beaucoup de choses à faire pour l'enfant aujourd'hui. L'enfant qui vient d'un mariage, enfin d'une union illégitime, peut être inscrit dans une école, la femme peut avoir son livret de statut, comment dire, d'état civil. Le statut d'état civil. Donc le Maroc a beaucoup avancé sur la question. Au Maroc, il n'y a pas de tabou. On pose toutes les problématiques sur la table. Au Maroc, il y a un vrai partenariat entre le gouvernement et la société civile. Au Maroc, il y a 1500 établissements de protection sociale, y compris les établissements de protection sociale dédiés aux enfants abandonnés, sans abri, aux femmes aussi qui n'ont pas de mari. Alors justement, on parle souvent sur ce plateau, on explique tous les mécanismes de la kafala. Et justement, qui permet à des parents de pouvoir. Alors, on va pas parler d'adoption parce que c'est pas une vraie adoption. On est vraiment dans le système de la kafala. Et une circulaire était sortie pour qui empêchait les parents qui étaient non résidents, puisqu'on sait très bien que la kafala est réservée aux personnes musulmanes. Mais est-ce que aujourd'hui, voilà, quand je vous parlais d'idéologie tout à l'heure, est-ce que ça a été modifié? Est-ce qu'on est encore dans le cadre de cette circulaire? Est-ce que ça a été plus admis? Dans quel sens ce type de circulaire avait été mis en circulation, si je cherchais la polémique. Non, je cherche pas la polémique. Je vais vous corriger. Dans cette émission, on reçoit beaucoup de gens et qui posent des questions très concrètes, et mais notamment sur les. Oui. Non. Je vous plains pas, mais je vais vous dire que la circulaire du ministre de la Justice et Liberté n'a fait que mettre, si vous voulez, en garde les juges qui n'appliquent pas la loi. Donc le contenu de la circulaire, sa référence, c'est la loi. Donc il n'y avait pas de nouveauté dans cette circulaire. Mais je n'ai pas compris toute cette polémique, tout ce débat qui était dans le temps où la circulaire était mis en circuit des juges et autres. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la pratique normale de la loi. Donc la kafala est basée sur une référence juridique. Il y a une assise juridique qui l'encadre. Il y a des conditions à remplir. Donc la circulaire n'a rien ajouté à la loi. Alors, la kafala, j'ai quelques questions. Là, je suis en train de résumer quelques questions qu'il y a sur la page Facebook des experts, notamment vis-à-vis de la kafala. Lorsqu'on a des gens qui nous appellent, souvent pour avoir des détails par rapport au processus et à la kafala, et surtout à la protection des enfants par la suite et au contrôle. Oui. Alors, on se pose tout le temps la question de savoir si après qu'on ait donné entre guillemets des enfants à des parents, qu'on puisse contrôler de quelle manière, eh bien, ils sont traités. Est-ce que tout est respecté à ce niveau-là? Parce que on a aussi beaucoup de drames qu'on a vécu sur ce plateau, et vraiment, je me rappelle avoir eu les larmes aux yeux, notamment avec le retour quand des parents ramenaient les enfants après quelques mois, quelques semaines, parce qu'on avait l'impression qu'ils leur convenaient pas. Alors soit ils étaient pas assez intelligents pour eux, soit ils étaient pas assez beaux pour eux. Bon bref, ce sont des choses qui sont absolument abominables. Est-ce qu'on a aujourd'hui, ça pose toujours la question du suivi et de la capacité qu'on a à suivre par la suite. Est-ce qu'on a suffisamment d'assistantes sociales? Est-ce que les juges font le suivi par la suite? Est-ce qu'on a des autorités qui sont suffisamment averties, formées, notamment en termes de psychologie, en termes de pédopsychologie, pour suivre tout ça?
Oui. Bon, vous savez que ça relève de l'obligation de l'État de faire le suivi des enfants qui ont été, pas adoptés, mais chez des familles, que ça soit au Maroc ou à l'extérieur. Mais bien sûr, là, il faut prendre une précaution, puisque l'État ne peut pas suivre les familles qui prennent des enfants en charge à l'extérieur du Maroc. Mais je veux vous dire, et franchement... Pourtant, il y a des conventions. Non, et puis on sait très bien, par la Suisse, l'Espagne, il y a les consulats, il y a des obligations pour aller au consulat. Oui. On ne peut pas se déplacer, ça a un grand coût. L'État ne peut pas, les consulats ne peuvent pas, ils ont d'autres charges à faire. Ils ne peuvent pas suivre chaque famille qui prend en charge un enfant. Mais je vais vous le dire, et franchement, on le fait pas comme il faut, même au Maroc. Bah justement, là, je posais déjà la question au Maroc. Après, l'étranger, c'est autre chose. Oui, même au Maroc, on ne réussit pas à le faire, mais c'est possible. Donc, à chaque fois qu'il y a question d'aller voir dans un foyer comment l'enfant est pris en charge, on peut le faire. Mais à l'extérieur, c'est presque impossible. Donc, la question de suivre l'enfant dans la famille adoptive, toujours avec la référence de la kafala, bien sûr. Je pense que c'est possible sur le sol marocain, mais il y a beaucoup de difficultés à le faire à l'extérieur. Manque de moyens. Alors c'est au Maroc. Oui, parce que ça me permet d'ouvrir un peu la chose sur tout simplement l'assistanat social, l'assistant ou l'assistante sociale. Le concept qu'on peut avoir aujourd'hui, alors que ça soit dans le cadre de la kafala, mais que ça soit dans le cadre des divorces aussi, pour voir dans quelle mesure un enfant qui a été placé ou même sous tuteur, bref, est-ce qu'aujourd'hui on a, je vais oser la phrase, est-ce qu'on aime suffisamment nos enfants pour mettre en place des systèmes de remontée d'informations, de contrôle au niveau des familles? On sait faire ou on sait pas faire? Vous avez cité les assistantes sociales. Je pense qu'il y a beaucoup à faire sur cette question. Nous sommes en train de travailler sur un projet de loi parce que l'assistance sociale n'a pas de statut, pas encore. Donc, il faut absolument que le Maroc ait un statut pour l'assistance sociale, surtout que aujourd'hui, ils ont un rôle à faire au niveau des établissements de protection sociale, au niveau aussi des cellules et les cellules d'accueil pour les femmes violentées, pour les enfants, etc. Ils font un très beau travail. Nous-mêmes, dans notre institut de l'action sociale à Tanger, l'INAS, nous avons on les appelle les acteurs sociaux. Oui. Aujourd'hui, entre les acteurs sociaux, les assistantes sociales, il faut vraiment avoir une liste des métiers de l'assistance sociale et de l'action sociale. Nous sommes en plein travail sur cette question. J'espère finir ce projet de loi avant la fin du mandat pour qu'on puisse l'adopter et pour que ce domaine de l'action sociale soit réglementé. Et alors c'est maintenant qu'on se rend compte de ça ou c'est Non, c'est depuis toujours, même avant 2012. Oui. Moi-même, à chaque fois qu'il y a occasion avec les ministres compétents dans le temps, j'étais parlementaire, je posais la question à ces ministres. Bon, ils n'ont pas réussi à le faire. Moi-même, j'ai pris le temps depuis 2012. J'ai travaillé sur d'autres projets de loi, bien sûr, mais en travaillant sur la loi 1405 relatif à l'ouverture des établissements de protection sociale et leur ouverture, j'ai trouvé qu'on ne peut pas faire la réforme sans avoir un statut pour l'assistance sociale. Il y a un vrai système d'assistanat social, tout simplement, qui soit performant et qu'on ait. Parce qu'à chaque fois, je tombe toujours des nues quand on fait cette émission sur la kafala d'essayer de comprendre avec les avocats qui sont sur le plateau, qui sont sur le terrain et nous dire mais finalement le suivi, est-ce qu'on est capable de le faire? Mais ils me regardent avec des grands yeux et moi je les regarde avec des grands yeux et on se regarde tous avec des grands yeux. On se dit mais alors qu'est-ce qui se passe? Et moi je vous l'affirme. Oui, non mais bon, voilà, c'est clair. Mais en tout cas, on s'attendrait à ce que des choses soient faites à ce niveau-là.
Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, il est 10h34, nous sommes ensemble jusqu'à midi et notre experte du jour, si vous venez de nous rejoindre, Bassima Harkaoui, qui est ministre de la solidarité, de la femme, de la famille et du développement social. Ça fait une grande carte de visite, hein. Je sais pas, c'est du A4 là qu'il vous faut pour cette carte de visite. Vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. Beaucoup vraiment de sujets qui sont abordés sur la page Facebook. Je vais essayer bien de les catégoriser pour qu'on n'aille pas dans tous les sens. On a parlé de la kafela, de la protection de l'enfance. J'ai juste une réaction par mail par rapport justement au contrôle par la suite. Nadia qui nous dit: est-il bien nécessaire d'avoir un suivi par un corps spécialisé des enfants confiés à des familles alors que nous avons un corps existant et efficace de surveillance que sont par exemple les mqaddam, les chiourh et les mqaddam. Attendez, je vous le dis tout, après vous me direz ce que vous en pensez. Un corps spécialisé aurait l'inconvénient d'attirer l'attention du quartier ou du douar sur le statut de l'enfant qui lui n'y peut rien. Il sera donc victime toute sa vie de l'abandon de ses parents. C'est-à-dire en gros il sera stigmatisé et pointé du doigt. Ensuite, ce corps ne serait pas exempt de problèmes. Elle nous cite, par exemple, en France, on découvre souvent des abus commis par les assistants sociaux. Alors, je ne sais pas dans quelle proportion, mais vous êtes d'accord avec ça? Non. Je ne peux pas être d'accord puisque dans le social, dans la sphère sociale, on ne peut pas se référer au contrôle qui se fait normalement et territorialement pour avoir des informations ou autres. Dans cette sphère-là, on a besoin des assistantes sociales, nous avons besoin des acteurs sociaux, nous avons besoin d'une loi qui nous encadre. Nous avons besoin donc des prestations à présenter à ces enfants. Donc je ne suis pas d'accord, mais je vais vous dire que on fait tout pour que l'enfant sans père puisse ne pas être stigmatisé par cette situation, parce que lui, il n'a pas à supporter quelque chose dont il n'est pas responsable. Donc, j'ai réclamé moi-même, après avoir plusieurs avancées sur cette question, puisque l'enfant n'avait pas le droit d'être inscrit dans l'état civil. Aujourd'hui, il a ce droit-là, mais on l'inscrit encore une fois avec un nom qui peut le stigmatiser, parce que tous les enfants, ils ont 3 noms sur le livret de l'état civil, sauf l'enfant dans cette situation-là qui porte seulement son nom et le nom d'un prétendant père. Alors on est en train avec le ministère de l'Intérieur qui maintenant travaille sur la question de l'état civil, de revoir tout ça, et ça va être corrigé dans les mois prochains, Inch'Allah. Alors, vous vous doutez bien qu'on va parler de la femme, hein. Il y a beaucoup de femmes qui réagissent, hein, et qui justement, elles vous reprochent des choses, hein. J'ai commencé l'émission avec ça, avec ce gap, hein, que vous aussi, hein, que vous constatez entre vous et certaines ONG, la société civile, une certaine frange, hein, de la société. On nous expliquerait comment on peut la définir selon vos compétences de psychologie sociale, parce que moi ça m'intéresse aussi à ce niveau-là. Mais avant qu'on parle de la femme, on a parlé des enfants, on va aller de l'autre côté. On va aller à l'autre extrémité, c'est-à-dire les personnes âgées. Oui. Et là, j'ai une question sur la page Facebook, 2 questions de Hicham sur la page Facebook qui sont intéressantes, qui nous dit que la première, le sujet du vieillissement de notre société est un sujet nouveau pour le Maroc, mais qui interpelle les pouvoirs publics sur les initiatives qui sont prévues pour aider et soutenir les personnes âgées. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que c'est quelque chose qu'on est en train d'anticiper? Le vieillissement de la population, le taux de natalité, le taux de fécondité, par contre, est en train de baisser. La population vieillit. On peut avoir des projections sur les années à venir. Est-ce que vous avez, vous, à votre niveau, considérer dans quelle proportion à quel moment ça va devenir un véritable sujet de société, de prendre en charge nos personnes âgées?
Vous avez raison de parler des personnes âgées en parlant de l'handicap, parce que les personnes âgées aussi... Enfin, j'ai pas parlé de handicap, mais il y a une grande frange de... Ouais. Oui, donc les personnes âgées aussi endurent de l'handicap, des maladies chroniques, et la question des personnes âgées n'était pas posée avant, parce que vu la dimension démographique ne motive pas les gouvernements précédents pour faire le nécessaire, mais aujourd'hui c'est une question qui s'impose, donc il faut absolument poser cette problématique sur la table et la traiter de près. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant 4 ans et demi? D'abord, il faut absolument faire une sensibilisation pour poser la question de la solidarité intergénérationnelle, puisque on voit de moins en moins des personnes âgées dans nos familles, on voit de plus en plus des personnes âgées dans les établissements de protection sociale, dans la rue même. Vous savez qu'on a lancé un appel pour sauver les personnes âgées pendant l'hiver, et il y avait plus de 1000 cas, 1000 personnes, hommes et femmes, bien sûr avec une dominance d'hommes, dans la rue, et on a réussi, alhamdoulilah, à les sauver, et maintenant ça est devenu une pratique qu'on fait chaque année. Alors, hier, même avant-hier, on a instauré un observatoire pour les personnes âgées, parce qu'on en a besoin. On a besoin de l'information, des chiffres, de voir comment ça se développe. Parce que de jour en jour, la société évolue à ce niveau-là. Est-ce que vous suivez ça? C'est-à-dire qu'en termes de l'évolution de la société marocaine, il y a une partie qui s'occidentalise, une autre partie qui se conservatise, une autre partie qui est très traditionnelle, avec des mentalités qui évoluent, avec une cellule familiale. Est-ce que vous suivez ça? Ça évolue? Est-ce qu'on peut... Je ne vais pas aller à l'extrême, mais nos personnes âgées, est-ce qu'elles seront livrées à elles-mêmes à un moment donné, ou est-ce qu'on est toujours dans cet imaginaire où on garde nos parents, nos grands-parents chez nous? C'est en train de disparaître, ça? Oui. La société marocaine a connu des tournures qui ne sont pas fidèles à nos références, et bien sûr, on était obligé, en tant que ministère compétent, de tirer l'alarme. C'est pour cela qu'on a organisé plusieurs campagnes de sensibilisation sous le slogan Nasl Kbar, Kanz f'Kull Dar. Les personnes âgées sont un trésor dans nos foyers, donc il faut garder nos grands-parents, nos parents, nos grands-parents avec nous. Il faut pas les laisser livrer à eux-mêmes, il faut pas les abandonner. Donc la sensibilisation aujourd'hui est une chose primordiale pour traiter la question des personnes âgées. Il y a des réalités, je veux dire, il y a des réalités économiques. C'est-à-dire, quand on dit on change de mentalité, la société évolue, c'est qu'après on va être heurté aussi à des réalités économiques, comme ça peut être le cas par ailleurs. Est-ce qu'on les anticipe, celles-là? C'est-à-dire, on pourra dire jusqu'à après-demain, gardons nos parents, nos grands-parents, mais la solidarité familiale, elle ne s'impose pas. Les principes ne s'imposent pas. Je vais vous dire maintenant, l'appartement avec un espace très... un logement économique de 75 mètres carrés. Oui, exactement. Ouais. La femme et l'homme qui sortent pour le travail, des enfants qui veulent chacun avoir sa propre chambre. Bien sûr, il n'y a plus d'espace, si vous voulez, objectivement, pour les grands-parents. Mais aussi, on ne peut pas les abandonner. Sinon, à quoi ça sert d'être à quoi ça sert aujourd'hui de dire qu'il y a du progrès, qu'on est dans la philosophie des droits de l'homme, alors qu'on abandonne nos grands. Donc, je vais vous dire, moi, j'ai pensé qu'il faut d'abord commencer par la sensibilisation. Je l'ai fait plusieurs fois depuis 2012 jusqu'à maintenant. Deuxièmement, j'ai fait un grand congrès avec la Ligue arabe, parce que il faut
faut intégrer les pays arabes parce que nous avons les mêmes références. Donc, on va pas chercher ces valeurs dans les pays européens, mais il faut d'abord les investir dans les pays arabes, y compris le Maroc, bien sûr. Alors, cet observatoire qu'on vient de mettre en place, je pense qu'il va faire beaucoup. D'abord, il va accompagner tout ce développement. Il va bien sûr produire un rapport annuel, et ce serait l'occasion à chaque fin d'année de poser toutes les problématiques relevant de la question des personnes âgées. Alors, on a Mustapha de Rabat. Bonjour, c'est Mustapha. Allô. Alors, je suis désolé. Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Moi, je vous entends. Ça va, Mustapha? Bien, alhamdoulilah. Bon. Alors, je n'ai pas écouté le début de l'intervention de votre experte, mais j'ai écouté la fin. Oui. Je me suis arrêté, comme demande de l'émission, je me suis arrêté, j'étais en voiture. Absolument, c'est la règle. Je suis écœuré par ce que je viens d'entendre, parce qu'on rapporte toujours tout à l'islam, on rapporte toujours tout à la famille, au droit des Arabes ou je sais pas quoi. En l'occurrence, je travaille pour une maison de retraite depuis 17 ans et j'ai travaillé en France pour une maison de retraite. Enfin, j'ai donné des soins là-bas, d'accord ? Le gros problème au Maroc, c'est notre hypocrisie. Pour nous, la maison de retraite, ça veut dire abandonner nos vieux, ce qui n'est absolument pas le cas. Je peux envoyer mes parents, ma mère, mon grand-père, à une personne malade qui sera nettement mieux gérée dans une maison de retraite avec du personnel qualifié, avec des médecins, une maison de retraite digne de ce nom. Et rien ne m'interdit de passer voir cette personne-là. Rien ne m'interdit de venir la récupérer et d'aller la sortir pour aller faire un tour ou aller prendre un café. Et donc, il faut différencier une maison de retraite qui est entre guillemets, excusez-moi l'expression, un dépotoir, ça, c'est l'ancienne mentalité à laquelle on s'accroche et on essaie de trouver des soi-disant, je sais pas quoi, religieux, et la réalité des choses. En tant que professionnel, je peux vous assurer que j'ai vu des familles se déchirer, des familles qui ont les moyens, et encore en dehors de ceux qui n'ont pas les moyens, mais les familles qui ont les moyens de se déchirer, qui sont pleines de bonne volonté. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un patient, jeune ou moins jeune, d'accord, qui a eu un problème de santé, et qui sont à la recherche de professionnels pour les faire garder au sens propre du terme. Alors c'est la première femme de ménage, la deuxième, le gardien, le je sais pas quoi, qui n'ont pas la formation et qui en ont très rapidement ras-le-bol. Et ces gens-là ont leur vie à côté, ont leur travail, ne peuvent malheureusement pas s'occuper de leurs parents. Ils sont obligés de... Alors on a bien compris, Mustapha, votre position. Je vais juste poser une question. Là, vous nous avez dit que vous avez travaillé dans une maison de retraite en France. Là, vous travaillez dans une maison de retraite au Maroc ? Oui, tout à fait. D'accord. Au Maroc, oui, en France, à Rabat, oui. Donc, je veux pas... En France, à Rabat. à Rabat. Oui, ok, on a bien compris. Rabat, donc, on a bien compris. Alors, merci, c'est Mustapha. Je vais quand même faire réagir Madame la Ministre par rapport à vos propos. Et c'est vrai que sur la page Facebook, il y a aussi la mention d'une recommandation de la part du CSE sur les personnes âgées, avec comme axe prioritaire de travail, leur prise en charge. Et la question est de savoir comment encourager les initiatives innovantes parce qu'il y a plusieurs questions. Il y a la prise en charge des personnes âgées, il y a l'accompagnement parfois à domicile aussi. Oui. De gens qui ont besoin d'être accompagnés vers la fin de vie, pour l'avoir malheureusement vécu. C'est vrai que ça, c'est un manque cruel qui est au Maroc. Donc, est-ce que là aussi, voilà, vous comprenez la réaction de Mustapha par rapport à ça ? Ah oui, bien sûr que je comprends, puisque l'orientation aujourd'hui, c'est le désengagement des familles vis-à-vis des personnes âgées, et qu'on accepte aujourd'hui facilement de mettre ces personnes âgées dans des établissements. Mais bien sûr, si la famille abandonne, l'État doit s'en prendre en charge. C'est pour cela qu'il y a ces maisons de retraite où on accueille les personnes âgées abandonnées, et aussi, bien sûr, je vais vous dire une chose. Pour les familles qui sont dans la précarité, qui sont dans une situation difficile, il faut absolument leur attribuer une aide directe, parce que la charge de la personne âgée est très lourde. Alors ça vient d'où ? Est-ce que ça vient
du fonds de cohésion sociale qui a été alimenté oui. par bon, notamment les contributions sur l'impôt sur le revenu, mais là qui arrête cette année. Finalement, c'est fini non, cette disposition. Non, ça va pas s'arrêter. Pourquoi ça va s'arrêter? Ah bah la disposition fiscale par rapport à la contribution de solidarité, elle arrête. On trouvera toujours de quoi alimenter ce fonds d'appui à la cohésion sociale. Mais alors ce fonds justement, est-ce qu'il a servi à ce genre de choses? Parce que là on parle, vous nous dites il faut les soutenir, il faut les soutenir même depuis tout à l'heure par rapport à la kafala. Quand on dit il faut les soutenir, il faut mettre des lois en place, il faut mettre des mécanismes en place, il faut mettre des fonds, des sous-fonds en place. Qu'est-ce qui aujourd'hui sur des problématiques telles que les personnes âgées, est-ce qu'on a on a décidé de mettre une enveloppe qui est claire sur le soutien à partir du fonds de cohésion sociale ou d'autres fonds? Oui, vous savez que cette année, on a pris toutes les maisons de retraite en charge pour une promotion de leur infrastructure, pour la formation des acteurs sociaux qui travaillent au sein même de ces maisons de retraite. Et c'était vraiment une priorité cette année. Donc, je me flatte de le dire parce que aujourd'hui nous avons 64 maisons de retraite qui sont en bon état et qui sont aujourd'hui bien équipées. Qui accueillent combien de gens, vous avez le chiffre? Ça dépend, je crois, 3000 et quelques, un chiffre aux alentours de... 64 maisons de retraite. Oui. Alors, l'État, bien sûr, est là. Il a mobilisé ce fonds d'appui de la cohésion sociale. D'abord, on a ciblé les personnes en situation de handicap et aussi les personnes âgées qui va venir. Aujourd'hui, il y a une aide directe qui va vers les femmes veuves qui sont en charge des enfants orphelins scolarisés, sauf les enfants en situation de handicap. Mais après, on est en train maintenant de travailler sur un décret pour que les familles qui ont en leur sein un enfant ou une personne en situation de handicap je pense peut-être pas avec ce gouvernement, avec le gouvernement qui va venir. Il faut absolument donner une aide directe pour ces familles qui sont en difficulté, là où on trouve des personnes handicapées, des personnes âgées, parce qu'il y a une lourde charge, que ça soit à cause de l'handicap ou à cause des maladies chroniques. Alors on parlera bien sûr des handicaps, parce que ça aussi c'est un vaste sujet de société dont on ne parle pas assez. Vraiment dont on ne parle pas assez. Les handicapés, on n'en parle pas assez, on les voit pas. De plus en plus. Ils sont nombreux. Oui, mais bon, ces dernières années, on en parle. C'est pas assez médiatisé. Alors aussi bien classe politique que médias. En tout cas, voilà. Mais Wafa de Casa. Bonjour Wafa. Bonjour, c'est Faisal. Comment bonjour, ça va? La ministre, je voulais intervenir parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et je rejoins la personne qui a juste parlé avant moi, qui a parlé d'hypocrisie. Malheureusement, on se voile la face et on se raconte des belles histoires. Oh, vous savez, sur beaucoup de choses, c'est pas que là-dessus, mais bon, ça en fait partie. Dans tous les domaines, on raconte des belles histoires pour, je ne sais si c'est pour calmer les esprits ou pour se sentir intéressant, mais la réalité est tout autre. Quand on sort dans la rue, au niveau des mosquées, au niveau des impôts, au niveau de toutes les administrations, il y a des gens malades, vieux, qui m'ont dit été qu'en hiver, placés dans des fauteuils roulants. Certains sont dans un état piteux, il y a des aveugles, il y a des handicapés, il y a des vieux. Allez au niveau de Haïl Hassani, aux impôts, vous allez voir la série de gens qui sont là. On se dirait à Calcutta, on se croirait à Calcutta. C'est honteux de parler de nouveaux projets, vous savez, je n'ai même plus les mots pour décrire les situations qu'on voit. On est malade. On est malade tous les jours. Wafa, on vit tous dans le même Maroc. Enfin, j'espère. Oui. En tout cas, j'essaye de voir les différents Marocs parce qu'il y en a plusieurs. On le sait. Le Maroc dont vous parlez, je le connais. J'imagine que Madame la Ministre, vous le connaissez aussi. Wafa compare à Calcutta. Donc, en gros, elle est en train de nous parler de la Cour des miracles. Et c'est vrai que l'impression, la Cour des miracles, exactement. Non, mais c'est ça. D'autant plus si Faisal
rappelle que des gens sont loués pour cette situation. Vous savez qu'il y a des gens qui déposent des femmes dans les ronds-points et qui ont des 4x4. Ce sont des gens qui déposent plusieurs femmes par jour et les reprennent le soir avec la recette exigée. J'ai été voir une pâtisserie récemment. Il y a une dame qui est à côté de la pâtisserie qui mendie toute la journée avec des enfants en bas âge qui n'ont pas l'air d'être les siens. Et le soir, elle rentre à la pâtisserie, elle échange la monnaie, elle se fait 300 dirhams par jour. Et il paraît que c'est pas pour elle. C'est pour les gens qui l'amènent et qui la placent là toute la journée. Alors, moi, je suis sidérée par la situation qu'on voit. On ne peut rien faire malheureusement. Pour dire... Wafa, je vais juste... on peut rien faire. Moi, il y a une chose que j'aime pas entendre, c'est on peut rien faire. Alors, madame la ministre, vous entendez... c'est un cri du cœur de Wafa, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir ce cri du cœur. Lorsque Wafa nous dit on peut rien faire, on voit cette situation, on le voit tous, que ça soit dans les grandes villes, que ça soit dans des villes moyennes, on voit bien, et surtout Casablanca, c'est encore plus visible qu'ailleurs. Votre ministère, commence par le ministère de la Solidarité. Est-ce qu'aujourd'hui la solidarité existe vraiment? D'abord, il faut rester optimiste. Ce discours, bien qu'il soit véridique, il prend les éléments de notre réalité en tant que... C'est notre réalité quotidienne. Oui, on le voit. C'est-à-dire que quand on entend... Mais ce n'est quand même pas Calcutta ou d'autres places dans d'autres pays, je ne sais pas, de l'Amérique latine ou autre. Non. Non, il faut pas parler du Maroc de cette façon parce qu'il y a beaucoup d'avancées et il y a des initiatives, que ça soit de Sa Majesté le Roi, du gouvernement, de la société civile. On n'abandonne pas nos citoyens. Nos citoyens, bien sûr, s'ils le veulent, je vais vous le dire maintenant, chaque personnage aujourd'hui qui se trouve abandonné, il a sa place dans un établissement de protection sociale, dans une maison de retraite, là où il y a une administration qui veille sur les services. Il y a assez de place pour tout le monde. Je vous le dis clairement. Et à chaque fois que vous trouvez une personne âgée dans la rue, alors téléphonez-moi et ne le faites pas. Allez voir. Non, je vais vous dire. D'accord. Je vais vous dire. Allez voir la coordination de l'entraide sociale. Et là, ils sont chargés pour accueillir tout le monde et les placer dans des établissements de protection sociale. On est là pour ça. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas. Il y a des personnes qui résistent, que ce soit des enfants abandonnés ou des personnes âgées. Mais aujourd'hui, on a besoin d'une loi. A parlé de plusieurs choses dans son discours très qui est sorti vraiment du cœur. Elle a parlé de plusieurs choses à la fois. Il y a à la fois la misère qu'on peut voir dans les rues, et à la fois il y a l'instrumentalisation de la misère. Elle a parlé que ça soit de la prostitution, que ça soit de la mendicité professionnelle qui soit mise en bande par des réseaux. Est-ce que finalement, au niveau des actions que vous essayez de mener, est-ce que vous prenez ça de manière transverse? Est-ce que vous avez la possibilité d'aller discuter aussi bien avec le ministère de l'Intérieur qu'avec tous les autres ministères compétents en la matière pour mettre en place des programmes concrets? Parce que là, on parle des personnes âgées. Vous nous dites clairement, concrètement, ils peuvent aller, et vous nous dites qu'il y a suffisamment de place dans les établissements. Bon, on en prend acte. Mais pour le reste, est-ce que, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est une réalité. On le voit sur le terrain. Il y a de plus en plus de mendiants dans les rues. Il y a de plus en plus de femmes qui mendient. Après la prostitution, on pourra en parler. C'est un autre sujet. Mais quelles sont les politiques concrètes qui sont faites sur le terrain? Alors je vais vous dire, d'abord vous savez que moi j'ai travaillé sur la mendicité au Maroc, donc je sais ce que c'est que instrumentaliser des enfants, des femmes. On les connaît, on connaît ces réseaux concrètement. On connaît ce que la police les connaît sûrement. Mais la police ne peut pas faire toute seule. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un accompagnement. La police va les identifier, mais après derrière, il faut qu'il y ait une action sociale. Oui. Bon, je ne peux pas garantir qu'on les connaît.
Sinon, qu'est-ce qu'on a fait pour les bloquer et aussi pour les condamner? Mais je vais vous dire que on a de moins en moins des citoyens marocains qui mendient dans la rue, alors qu'on a aujourd'hui on en a encore. On a des subsahariens, on a nos amis syriens, mais il y a aussi beaucoup de Marocains. Oui, qui dominent la rue maintenant. Oui. Mais l'effort qui a été fait par le ministère, même avant que je vienne à ce ministère, il y avait un effort pour contrecarrer la mendicité dans la rue, mais on n'a pas tellement réussi. Vous savez, il y avait des maraudes qui traversaient toutes les rues, surtout ici sur Casablanca, et on emmenait ces gens-là qui font la mendicité dans la rue, dans des centres pour les réadapter, les intégrer correctement dans la société, mais ça ne marche pas toujours. Donc ça marche pas, il faut revoir. On sait pas faire. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il y a toujours la récidive chez les personnes qui exercent la mendicité. Une fois dans le centre... si on leur donne pas d'autres alternatives, ils vont récidiver. Bon, il y a d'abord une pathologie chez quelques personnes qui exercent la mendicité parce qu'ils ont une certaine pathologie, disons, d'ordre psychanalytique. Ah bon. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. Deuxième partie des experts aujourd'hui, 11h05, si vous venez de nous rejoindre. Notre experte d'aujourd'hui est Bassima Haqqaoui, ministre de la Solidarité, de la Femme, de la Famille, du Développement social. Vous pouvez nous poser toutes vos questions sur la page Facebook. Beaucoup de questions sur l'héritage, bien sûr, on va y arriver. Des questions sur la parité. Aussi, on va y arriver. C'est vrai qu'en 2 heures, on peut pas tout traiter, tout ce qui concerne les actions de votre ministère. Vous pouvez nous appeler 05 22 95 36 70 ou 80. Ou réagir sur la page Facebook des experts. Bon, on parlait de la mendicité. On finit juste là-dessus, très rapidement, pour qu'on puisse après parler d'héritage. Vous n'avez rien à rajouter à ce niveau-là? Non, je voulais juste dire qu'il faut quand même qu'on ait au moins un instrument juridique, donc une loi qui peut cadrer ce domaine-là, bien qu'il y a quelques articles dans le code pénal, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi qu'il y ait une autre loi pour donner plus de prérogatives aux maraudes qui vont chercher des gens dans la rue. Il faut aussi il faut être plus vigilant dans la rue quand on trouve des femmes avec des bébés à la main pour protéger les enfants. Donc, il reste beaucoup à faire. Alors, sur ce domaine-là, oui. Nadia vous interpelle sur la page Facebook et qui nous dit: il y a une injustice sociale quand le père décède et ne laisse que des filles. Les proches du défunt, qui sont des monstres humains, souvent pas tout le temps, mais bon, c'est le cas, humains, jettent les filles dans la rue, ce qui crée un fléau de société. Selma a réagi à ce que dit Nadia. Elle nous dit: effectivement, c'est une injustice. Elle connaît des cas où les filles, suite au décès de leur père, ont été expulsées par les oncles suite au décès du père, sachant bien que la famille habitait dans un logement social de 50 mètres. Alors, ça, c'est une question qu'on traite très souvent sur ce plateau, aussi bien avec Maître Benjeloun que Maître Ratib Asqat, qui sont notaires et qui nous parlent de succession la majeure partie, Madame la Ministre, et vous le savez sûrement, des questions qui nous viennent sont de pères ou de mères qui s'inquiètent pour leurs filles, s'ils n'ont que des filles, dans l'héritage. Et moi, comme je suis Aboul Banet, et fils de Aboul Banet aussi, parce que j'ai que des sœurs, c'est vrai que c'est une question que beaucoup de Marocains se posent. Le CNDH a fait ses recommandations pour discuter et poser d'un débat en termes d'égalité dans l'héritage. Et moi, quand je vois cet article-là de l'Économiste, vous avez pas d'ijtihad en vue, voilà, sur les dispositions en termes d'héritage. Moi, je pose une première question avant ça. Ouais. Avant ça, en tout cas, je suis très content qu'on fasse ça de manière très apaisée sur des sujets qui portent à polémique. On peut discuter de ça. Et à un moment donné, le chef du gouvernement avait l'air de dire: mais on n'a même pas à en discuter. Alors là, on se rend compte que le débat a quand même été posé. C'est au moins le CNDH a eu ce mérite-là.
Est-ce qu'on en discute? Est-ce qu'on peut discuter de ça, Madame la Ministre, sereinement, en dehors de toute idéologie, en disant voilà, il y a une réalité, il y a un pragmatisme. Nous sommes musulmans, on est bien d'accord, on n'a pas besoin de nous le rappeler tout le temps, mais il y a un pragmatisme dans des situations qui sont, voilà, telles que je donne ces cas, je lis pas tout parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi de la même manière avec des injustices dans des cas où les filles, finalement, souffrent de tous les héritiers qui sont, allez, moi je les appelle des collatéraux, même s'ils sont tous ces héritiers-là, au détriment finalement des enfants, au détriment de la cellule familiale. Mais non, vous posez deux questions différentes. D'abord, vous parlez de l'état d'une famille où il y a des filles, il n'y a pas de garçons, et que les mâles, entre parenthèses, de la grande famille viennent chercher l'héritage, et peut-être qu'ils mettent la femme et ses filles dans la rue. Et puis, vous posez une autre question qui était posée par le CNDH, c'est l'héritage. Le débat, je vous ai posé la question juste sur le débat. Il y avait un débat sur l'héritage. Donc, ça, c'est une chose, et l'autre, on est une... Commençons par le débat. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut en discuter? Déjà qu'on en parle là, et à un moment, on avait l'impression qu'il fallait même pas poser le débat. Non, je vais vous dire. D'abord, moi-même, je suis préoccupée par les cas de famille où il y a des filles, parce qu'il ne s'agit pas là d'un partage d'héritage inscrit dans le verset coranique. Il s'agit d'une jurisprudence, il s'agit de l'ijtihad des fuqaha, il s'agit du cas de Tassib. Alors le cas de Tassib, bien sûr il n'y a pas de traduction, c'est le cas où le décès laisse donc une femme et des filles, et que un homme dans la famille a une parenté parfois même très lointaine, il vient chercher sa part d'héritage. Alors là, moi-même, je suis très préoccupée par cette question. Et je l'ai posée même que je ne sois ministre de la femme. Quand j'étais dans la société civile, j'étais présidente d'une association féminine, et j'ai fait venir des fuqaha pour poser la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nos ancêtres fuqaha ont fait cet ijtihad, mais est-ce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'une autre lecture ou bien d'un autre ijtihad, puisque on a l'engagement aujourd'hui de revoir la chose. Vous savez que la Moudouana de la famille a introduit un article où il donne le droit à la petite fille d'hériter du grand-père comme le garçon. Le petit-fils. Alors que avant, la Tunisie l'a fait, ça. Mais avant, c'était pas possible. Depuis 2004, c'est possible selon le texte du code de la famille. Donc, on a besoin de cette sorte de jihad. Les fuqaha doivent faire l'effort. Donc, on peut discuter. Oui, bien sûr qu'on en discute. On en discute. C'est une bonne nouvelle. Oui. Alors. Mais c'est pas une bonne nouvelle, puisque c'est déjà fait. On a déjà posé la question pour voir avec les fuqaha. Ils doivent faire un effort. Nous avons aujourd'hui donc le Haut Conseil des Oulémas. C'est à eux de voir la chose et de faire leur propre verdict. Mais la deuxième question que vous avez posée, c'est le partage de l'héritage tel qu'il est inscrit dans le verset coranique. On dit toujours que la femme a la moitié du garçon, alors que c'est pas vrai. Il y a 10 cas où la femme hérite plus que l'homme. Il y a 10 autres cas où il y a égalité. Il y a 4 cas seulement où l'homme hérite plus que la femme. Alors là, c'est inscrit noir sur blanc dans le verset coranique. Donc là, je pense qu'il n'y a pas lieu de voir si on peut changer ce partage, parce qu'il est fin, délicat, il n'y a même pas lieu d'interprétation. Alors que la question de Tassib doit être prioritaire pour donc en débattre. Mais moi, je veux qu'on boucle même le débat par une initiative des fuqaha compétents pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, ok, on a votre position là-dessus. Merci. On a on revient sur une question d'une auditrice sur la page Facebook.
qui nous parle, et c'est vrai que c'est important, on en parle souvent dans le cadre on en a parlé pour les enfants des rues, des mamans célibataires, et justement le nombre d'abandons qu'il y a par jour, et elle nous pose cette question-là qui est importante. Pour limiter le nombre d'enfants nés de mamans célibataires, l'éducation sexuelle des jeunes est un impératif et non pas une option, et Madame la ministre devra militer pour la mettre en œuvre dans le système éducatif, mais aussi dans les médias. Est-ce que vous considérez que aujourd'hui c'est quelque chose d'essentiel qu'il faut mettre en œuvre? Est-ce que ça aussi, on peut en discuter? Oui, je suis pour un travail sur le préventif. Il faut absolument travailler sur la question d'éducation, d'enseignement, que ce soit à l'école ou à travers les médias, mais aussi il faut prévenir tous les cas de précarité des femmes qui se trouvent dans les mains d'un homme qui abuse d'elles et puis après, il la laisse livrer à elle-même devant un bébé, parfois deux. Il faut responsabiliser l'homme. Moi-même, j'ai demandé. Mais est-ce qu'on y réfléchit? Est-ce que, et là encore une fois, est-ce qu'on est... On a l'impression encore une fois qu'on est face à nos deux Maroc, avec faire face à nos hypocrisies. Est-ce que on est capable de faire face à nos hypocrisies? On l'a montré sur beaucoup de choses de notre société. On le fait de plus en plus. On le fait de plus en plus. Oui. La preuve, écoutez, on est là, on en discute et j'en suis très heureux. Mais est-ce que c'est un pas où on va pouvoir parler concrètement d'éducation sexuelle aux enfants? Alors quand on a tous nos blocages et toutes nos frustrations, toutes nos références, est-ce qu'on peut le faire? Il faut d'abord définir la manière. Il faut définir l'éducation sur la question de sexualité. Qu'est-ce qu'on veut? Ben c'est ça pose une question qui est sur comment on la définit. Est-ce que on assume et est-ce qu'on on peut assumer le fait enfin que des relations sexuelles hors mariage existent dans notre pays? Notre code de la route a enfin reconnu qu'il y avait que des gens qui conduisaient avec de l'alcool, ce qui n'était pas le cas. Ça, c'était une hypocrisie et un verrou qui a sauté. Ce verrou-là, il va sauter à un moment donné, de dire qu'à un moment c'est comme ça. Nous sommes un pays musulman. On va arrêter de nous le rappeler. Nous le sommes, mais il y a une réalité qui est là. Mais faire face à ces aberrances, à ces cas de fraude, si vous voulez, n'est pas compatible à l'autorisation à faire et à tenir ces comportements. Éduquer les enfants à se protéger de l'abus sexuel des autres n'est pas compatible avec la permission à ces enfants de faire d'avoir une sexualité hors mariage. Si vous insinuez par l'éducation sur la sexualité, c'est l'autorisation à faire une sexualité sécurisée, je ne suis pas d'accord, bien sûr. Non, mais ça, je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais c'est après vous êtes psychologue social, donc je fais appel à cette compétence que vous avez. C'est comment on peut penser pouvoir éduquer sexuellement les enfants sans en déniant la possibilité finalement qu'ils aient ces relations sexuelles. C'est-à-dire à un moment fait, si vous faites un manuel en disant voilà, faites attention, ça se passe comme ça, tout ça, etc. Qu'est-ce qu'il faut à côté? Il y a un moment, c'est une manière induite finalement de dire que c'est possible. Et c'est ça qui est gênant. Non, de notre temps, on ne parlait même pas du corps. Ah oui, ça, oui. C'est interdit de parler du corps. C'est interdit la télé, on changeait de chaîne. Oui, exactement. Bon, mais aujourd'hui, il faut parler aux enfants de leur corps, et il faut les inciter à protéger leur corps, et que il ne faut pas l'exposer aux abus. Je pense que c'est ça l'éducation auquel il faut initier les enfants, et non pas l'autorisation à faire à tenir des comportements hors les comportements corrects qu'il faut tenir dans une société comme la nôtre. Il faut pas mieux encadrer qu'interdire? On voit bien que l'interdiction, ce que ça donne. Oui, il faut encadrer. Je suis pour l'encadrement, pour l'éducation, pour l'enseignement, pour l'accompagnement, mais pas pour l'autorisation de faire n'importe quoi. Bon, ok.
Je prends votre position. Voilà. On en prend acte. Alors, on va peut-être parler d'handicap, parce que ça, c'est un sujet qui est extrêmement important. J'en avais parlé à la télévision il y a quelques temps, et c'est vrai que j'ai des questions, notamment de Walid, qui est un handicapé, qui nous pose une question sur la page Facebook, qui nous dit: bonjour, je suis ingénieur d'État, je suis paraplégique. Pourquoi n'applique-t-on pas les quotas de 7% dans les concours d'État? Alors on va quand même rappeler que au Maroc, on a 5,12% de la population marocaine qui est en situation de handicap, environ 1,53 million. C'est beaucoup. Quand même, c'est quand même beaucoup. Et moi, vous n'avez pas les derniers chiffres. J'ai pas les derniers chiffres. Parce qu'on n'a pas encore annoncé les chiffres. Ça, c'est l'enquête de 2004. Ça, c'est l'enquête HCP 2004. Non, pas HCP. Ça, c'était les chiffres du HCP, celle que j'ai donnée. D'accord. Mais nous avons de nouveaux chiffres qui relèvent de la deuxième enquête sur l'handicap au Maroc. Nous avons les chiffres. Et on est à combien? Bon, je peux pas vous révéler parce qu'il faut le faire officiellement. Oui, mais on est dans les mêmes proportions. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on va les annoncer. Mais on est dans les mêmes proportions. Il y en a plus. Presque. Il y en a plus? Je peux pas vous dire. Un peu plus. Bon, allez, de toute façon, même si vous êtes gentil, je suis gentil, peux pas mais vous je vous faire dis, cette faveur. Non mais bon, d'accord, ok, bon, c'est sympa. Ça sert à rien d'être gentil, alors. Ok, je vais appuyer sur l'autre bouton. Bon, ça n'empêche pas que la proportion est quand même extrêmement importante de nombre d'handicapés. Et moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est de ne pas en voir. C'est de ne pas les voir. Ça, c'est un élément culturel. On les voit pas, nos handicapés. On a l'impression qu'ils sont cachés et que quand on voit les infrastructures et les routes, on peut comprendre aussi pourquoi ils ne sortent pas. Venez devant notre ministère, vous allez les trouver. Non, mais moi je parle dans la vie de tous les jours, et je comprends parce que ils n'ont pas comment accéder l'accessibilité pour traverser les routes, que ça soit les trottoirs, que ça soit les établissements, qu'ils soient publics ou privés, ne sont pas équipés. Alors la disposition qui était de réserver 7%, et ça c'était un quota qui devait être appliqué au niveau des établissements publics, au niveau de l'administration, n'a jamais été appliqué. Pourquoi? Ça c'est Walid qui vous le demande. Il est paraplégique, il est ingénieur d'État, il a des compétences, et voilà. Il a raison. Le quota du 7% n'a jamais été d'une bonne pratique, puisque c'était toujours difficile pour l'administration d'appliquer 7%. Alors, pour traiter... Ça, c'était une décision sous le gouvernement Abbas El-Fassi en 2010, donc c'est pas nouveau. On est en 2016. Non, c'est pas nouveau. Je pense même avant. Même avant, c'est dans le temps de Yousfi. Mais l'administration marocaine n'a pas réussi à intégrer les personnes en situation de handicap dans la fonction publique en leur réservant ce quota de 7%. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a révisé le décret et aujourd'hui, il est en main du SGG, le secrétariat général du gouvernement, pour le programmer dans une réunion du conseil du gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce nouveau décret? Il faut d'abord organiser un concours national à part entière entre les personnes en situation de handicap. Donc, ils auront absolument leur 7%. Puisque le concours leur est réservé pour qu'on réussisse ce quota-là. Deuxièmement, on a prévu qu'il y ait une commission attachée à la primature pour accompagner le déroulement du concours, et aussi on a prévu que les postes budgétaires réservés aux personnes en situation de handicap soit connu depuis la loi de finances. Donc, je pense que c'est une révolution sur le plan de l'insertion des personnes en situation de handicap dans la fonction publique, et ce sera une démarche qu'il fallait faire bien avant, mais il est temps aujourd'hui de réviser, de corriger ce qui a été fait de bonne foi, bien sûr, mais sur le plan de pratique dans le terrain, ça n'a pas beaucoup réussi. Aujourd'hui,
on peut réussir ce quota en alors ça, c'est adoptant dans ce le décret. public. C'est dans Oui. le public. Il n'y a pas que le public. Le public est censé montrer l'exemple. Oui. L'exemplarité Et aussi, est il faut extrêmement avoir importante. Mais des alors diplômes. dans le privé. Et il faut Alors, avoir- non, mais au-delà de ça, Oui. dans le privé, on a parlé des quotas au niveau de l'administration, mais dans le privé, on peut pas imposer un quota dans les entreprises, parce qu'aujourd'hui il y a les entreprises, il y a des labels de la CGEM avec les labels RSE, responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise. Ça aussi, est-ce qu'on peut pas jouer là-dessus sur les grandes entreprises? Est-ce que ces entreprises-là respectent des quotas? Moi, je peux vous répondre que non, mais est-ce qu'on a un levier? C'est-à-dire que pour être responsable socialement, les entreprises doivent jouer le jeu. Avant, on parlait de 5% Oui. pour le privé. Mais ça ne peut pas marcher puisque ça n'a pas marché même au public. Alors, il faut tenir une convention avec... C'est pas le même mécanisme. On me donne des incitations fiscales dans une entreprise privée. Oui. C'est pas la même chose que dans le public. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et là, on c'est ne pas peut le cas. pas demander, ce n'est pas le cas, pas encore. Mais vous avez déjà parlé de la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, qui fait que chaque entreprise doit absolument faire du social. Mais là, on ne parle pas du social, on parle de l'insertion professionnelle des personnes handicapées qui ont des diplômes adéquats à la compétence de quelconque entreprise. Ce ne serait pas du social. Mais non, mais Walid, voilà, il est ingénieur d'État, il est paraplégique. Qu'est-ce qu'on fait pour lui? Voilà. Mais il va travailler, c'est pas du social. lui. Oui, mais il va travailler. Il va se présenter avec son diplôme en main et on va voir ce qu'il va faire. Et puis on l'accepte selon sa compétence. On l'accepte pas seulement parce qu'il est en situation de handicap. Donc pour les cas qui ne peuvent pas travailler, pour les cas qui n'ont pas de diplôme, on a prévu donc le ciblage de cette catégorie de personnes handicapées par le fonds d'appui pour la cohésion sociale. Alors aujourd'hui, on finance des projets qu'ils peuvent bien monter. On les accompagne dans la mise en œuvre de leur projet. Et comme ça, on peut créer donc un marché d'emploi pour ceux qui n'ont pas de diplôme et insérer ceux qui ont des diplômes à travers le concours, parce que on ne peut pas accepter des citoyens qui soient handicapés ou non dans la fonction publique sans passer par le concours. Mais il faut vraiment appuyer une approche positive, si vous voulez, de discrimination positive vis-à-vis des personnes handicapées. C'est le cas quand on a pensé à ce quota de 7%. Bon, voilà. En tout cas, nous, on avait reçu sur ce plateau, je pense qu'on a fait la première émission avec une personne malentendante et qui représentait le ministère de l'Habitat. Je le remercie parce qu'il était venu. On est compte? Ça aussi? Bon. Bah oui. Bah voilà. Comme ça. 11h26. On a Mohamed de Casa. Bonjour. Bonjour, c'est Faisal. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Bonjour, Madame la Ministre. Bonjour, Assidi. Bonjour. Voilà, je suis un non-voyant. Oui, c'est Mohamed. J'ai de la compétence, j'ai jamais travaillé. Oui. Et dans le cadre de Tamassouk al-Shimari, dans ce cadre où on va nous offrir 60 000 dirhams, je vais présenter mon dossier. Mais on me dit, moi je vais fabriquer quelque chose. Et pour la vendre, j'ai besoin d'une autre personne voyante. Et on me dit, comment vous allez faire? Vous ne voyez pas, comment vous allez compter l'argent? Est-ce que je suis obligé de travailler tout seul ou d'engager d'autres personnes voyantes, clairvoyantes, voilà. Bon, bah alors question concrète. Merci beaucoup, si Mohamed. Voilà, merci. Ouais, on est sur le terrain. Alors, Madame la Ministre. Alors oui. Déjà, pouvez nous expliquer un peu pour les gens qui ne connaissent pas ce programme-là, oui, particulièrement dont on va bénéficier, si Mohamed. Le programme des projets des personnes en situation de handicap, dans ce fonds de cohésion sociale. D'abord, vous allez vous présenter avec votre projet dans une coordination de l'entraide sociale, et puis on va voir s'il y a toutes les conditions qu'il
faut pour que ce projet réussisse. Et après, on le finance d'abord par 60 000 dirhams, mais après, on verra si ce projet réussit. Il y a toujours lieu de refinancer si ça marche. Mais je vais vous dire une chose. Nous sommes à notre première expérience. Comme dit les Marrakchi, ça pourrait être une impassia. Donc, on va voir où ça marche, où ça ne marche pas. Et bien sûr, il y a plusieurs cas qui ont les mêmes tourments que vous. Nous allons les surmonter. Nous sommes en train de réfléchir sur toutes ces questions qui fait que on n'accepte pas quelques projets à cause de quelques conditions qu'on a imposées. Donc, on va voir si on peut faciliter mais là, encore plus la tâche pour vous. Le problème, il est lié à son handicap, alors qu'on est censé aider les handicapés. Donc, il y a un moment, c'est des choses on est encore en train de marcher sur la tête. Je veux dire, à un moment, il y a des mécanismes qu'il faut de clarifier et mettre en place de manière claire. Non, on accepte les projets adéquats à l'handicap. Par exemple, parce que là, c'est une question fonctionnelle. Vous n'avez pas compté d'argent. On peut compter d'argent. Les sourds, ils ont tendance à réussir dans le monde de coiffure. Donc, on est là pour financer. Mais pas seulement, je suis d'accord. Mais pour un non-voyant, vous savez qu'ils sont interdits du notariat seulement parce qu'ils ne peuvent pas s'assurer de la conformité des papiers. Donc, il y a des lois. Il y a des métiers qui sont bien particuliers. Oui, et on mais comprend. c'est la même chose. Donc, nous référons aux lois marocaines, mais aussi nous sommes à notre première expérience et nous allons perfectionner donc le système de financement des projets des personnes en situation de handicap. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. Dernière partie des experts aujourd'hui, il est 11h33, vous êtes avec nous jusqu'à midi et nous sommes en direct. Notre experte du jour, Bassima Harkaoui, ministre de la Famille, de la Solidarité. Attends, si je mets tout en ordre, alors j'arrive pas à prendre ce titre par cœur, hein. Je suis désolé, mais alors ministre... aussi les personnes âgées, les personnes handicapées. Ministre de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social. Voilà, 05 22 95 36 70 ou 80, la page Facebook des experts. Alors, beaucoup de thèmes à aborder, j'ai essayé de tous les abords. Qu'est-ce qu'on a? Je suis en train de barrer. Hein. Alors, parité. Hop. Pas on encore. En a parlé. Non, égalité dans l'héritage. Égalité dans l'héritage. Pardon. Les handicapés, ces personnes en situation de handicap. Pas tout à fait. Mais bon, on n'a pas le temps. Il nous reste il nous reste 20 minutes. Donc, on va essayer de, voilà. Mariage des mineurs. Alors, le mariage des mineurs. Alors, moi, ça, en plus, c'est un sujet qui, moi, me tient énormément à cœur. Alors, pourquoi vous soufflez? C'est quand même un sujet qui est extrêmement important, un sujet de société qui est extrêmement important et clivant. 35 000 mariages de mineurs, c'était en 2013. Après la modification de la Moudawana, on sait que le mariage des mineurs est soumis à l'approbation du juge, à la décision du juge, et dans certains cas, malheureusement, on a l'impression que l'exception devient la règle. Alors, le mariage des mineurs, j'aimerais juste avoir votre vision sur le phénomène, sur l'ampleur du phénomène, sur l'impact qu'il peut avoir d'un point de vue social, puisque vous êtes en charge de la famille, au niveau familial, au niveau du développement de la femme, au niveau de son insertion dans la société, de quel désastre ça peut impliquer aujourd'hui, et surtout pourquoi le mariage des mineurs, qui est quand même une exception dans le code de la famille, devient souvent la règle. Vous savez que l'âge de mariage, c'est 18 ans, bien sûr, mais selon l'article du Code familial 21, le juge a une autorité discrétionnaire pour autoriser le mariage de moins de 18 ans, mais avec condition, bien sûr, l'accord des parents. Il faut absolument avoir tout un dossier sur la situation sociale et médicale de la fille, et bien entendu, il faut absolument avoir l'accord de la fille. Mais si vous parlez aujourd'hui de quelques chiffres qui ont augmenté, je suis d'accord, puisque moi j'ai fait une lecture dans le temps de ces chiffres qui montent depuis 2004, la date de l'adoption de la Moudawana de la famille. Eh bien, je vais vous dire, après 4 ans, ça a diminué.
Et puis, ça a monté. On dirait que la société marocaine passe par des cycles de mentalité qui parfois jugent qu'il est bon de marier les filles avant 18 ans et on prend conscience dans un autre cycle de changement sociétal. Oui, mais là, vous êtes en train de me parler marier. de la société. La loi, on est dans une équation, c'est l'œuf et la poule. C'est-à-dire que c'est à la loi de faire modifier les mentalités et les mentalités qui font modifier la loi. Vous êtes en train de me dire c'est la société. Moi, le juge est quand même discrétionnaire, c'est à lui de décider. Il y a certains juges qui vont systématiquement permettre... il y a certains villages, il y a certaines régions où les juges accordent quasiment de manière systématique. Mais il faut lire les chiffres. Il faut comprendre la société. Oui. C'est la société qui réclame, dans quelques cas, heureusement, seulement le mariage des mineurs. Sinon, la majorité aujourd'hui, réclame, nous avons une moyenne très haute de mariage dans notre société. Mais il faut dire que le gouvernement et le Parlement aujourd'hui travaille sur un projet je crois que c'est une proposition de loi qui va limiter cette autorité on va vers plus de fermeté juge, pour l'application de la loi. Au moins, il ne peut pas autoriser un mariage de moins de 16 ans. Donc maintenant la question, est-ce que on ne donne plus cette autorité discrétionnaire au juge ou bien on commence d'abord par limiter cette autorité pour qu'il ne puisse pas autoriser un mariage de moins de 18 ans. On va encore dans la nuance. Donc vous seriez pour 16 ans. Vous seriez pour? Il faut d'abord commencer par limiter cette autorité. Et après, on verra. Encore une fois la nuance. C'est-à-dire qu'il y a l'interdiction, la possibilité de la dérogation. Dans tous les pays, dans l'arsenal juridique de tous les pays, il y a quand même des exceptions. Parce que dans les sociétés, il faut toujours laisser... Si c'est une exception, je veux bien. Une exception, il faut qu'elle aille, s'il y en a 10, 20, 30, à la rigueur. Même si moi, je ne peux pas le concevoir. J'ai beau me faire violence, je ne pourrai jamais le concevoir, tout simplement. Mais, bon, après, que ça soit des exceptions. Mais là, on n'est plus dans des exceptions. Mais il y a parfois des filles à 17 ans, à 16 ans qui s'acharnent à se marier avec un garçon ou un homme, je ne sais pas quelle relation ils tiennent avec cet homme et si on l'autorise pas à se marier, peut-être qu'il va faire une relation illicite donc hors de mariage. Donc, vaut mieux un mariage de mineur qu'une relation illicite. Les deux, ils sont condamnés pour moi. Je vous le dis, mais pas au même niveau. Si vous allez me dire qu'est-ce que vous pouvez accepter, alors vous n'avez pas posé la question, je ne vais pas vous répondre. Non, répondez. Voilà, très bien. Non, je vous la poserai tout à l'heure. Non, vous énervez pas. Regarde, fais ça doucement. Je m'énerve jamais. Mariam nous appelle d'Abu Dhabi. Bonjour Mariam. Salam alaikum, bonjour. Bonjour Alala, ça va? Ça va très bien, Madame la ministère, bonjour. Bonjour. Bon, je suis une chercheuse et militante des droits des personnes aux besoins spécifiques et particulièrement des enfants autistes. Oui. Titulaire d'un master en droit international et sciences politiques à l'université Paris-Sorbonne. Et ma thèse de recherche portait sur les droits des personnes autistes, droits d'éducation et droits d'une analyse du comportement. Oui. Et maintenant, je suis aux Émirats arabes unis. Je suis la seule Marocaine qui pratique professionnellement l'ABA, l'Applied Behavior Analysis, l'application du comportement appliqué. C'est une science de l'analyse du comportement. Alors, en ce moment, je suis membre dans un centre américain ici à Abu Dhabi, qui est sponsoré par Ministry of Community Development, le ministère du développement social émirien. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on doit être optimiste au Maroc. Alors, alhamdoulilah, au Maroc, on n'est pas au degré où on y était il y a des années avant. Là, je veux parler de la dernière modification de l'article 1 de la loi 1963 sur l'obligation de l'enseignement. Vraiment, ça réchauffe le cœur. L'enseignement fondamental, alors cette modification se base sur l'enseignement fondamental et comme un droit et devoir de tous les enfants marocains, garçons et filles qui ont l'âge de 6 ans. Alors, en bref, la modification de cette loi, elle est sans vision. Le but de protection, sensibilisation, ça sert à rien. Les personnes en situation de handicap doivent être reconnues. Alors, ces personnes, c'est vrai qu'au Maroc, sont bien intégrées dans la société, mais ils ont... vous trouvez? Pardon, exactement. À ma part, moi, je trouve ça parce que
j'ai vécu, je suis Elle fait la comparaison. Oui, exactement. J'ai une comparaison qui est, voilà, je sais pas comment dire, mais oui, mais c'est une perception que vous avez ou c'est scientifique, scientifiquement observé? C'est scientifiquement observé parce que Inch'Allah, à la fin du mois prochain, parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas de la BA au Maroc. C'est un droit d'analyse du comportement. La BA, c'est Applied Behavioral Analysis. C'est un droit c'est une science qui analyse le comportement de ses enfants. Alors revenons à ce que je voulais dire, c'est concernant l'éducation. Je viens de dire que ces personnes, c'est vrai qu'ils sont bien intégrés dans la société, mais ils doivent être bien appréciés d'une manière qui est correcte et d'une manière qui garde leur dignité et garantit leurs droits. Alors là, il y a une loi, mais l'application est difficile. Alors parce qu'au Maroc, le système éducatif n'est pas à l'écoute des différences et des compétences des enfants. Là, je parle de. Alors, Myriam, Myriam, s'il vous plaît, je vais faire réagir la ministre parce que d'autres gens qui appellent, vous rendez bien compte au niveau du standard. On a bien compris votre intervention à ce niveau-là. Une dernière question, c'est concernant oui, le allez-y. qui s'offre aux personnes avec autisme par votre ministère. Parce qu'au niveau d'une prise en charge de type psycho-éducatif ou développemental. Alors, Madame la ministre. Bon, il s'agit d'une spécialiste dans la matière. Quoique moi, je ne sois absolument pas d'accord avec le fait quand elle dit que les handicapés sont bien intégrés. Je suis pas d'accord. Preuve en est. Encore une fois, rien que le manque d'infrastructures et d'adaptation, même au niveau scolaire pour ces personnes en situation de handicap, pour être intégrées, il faut qu'il y ait tout l'environnement qui permette de les intégrer. Enfin, ça, c'est mon avis. Ça n'engage que moi, Madame la ministre. Mais non, je crois que cette intervenante spécialiste dans la matière fait la comparaison avec d'autres sociétés et aussi il faut le dire, bien que je ne vais pas vous annoncer les chiffres de la deuxième enquête sur handicap, mais je veux vous dire, on est en dessous de la moyenne mondiale. Donc déjà, il y a un indice qui montre bien que on n'est pas à un niveau critique en comparaison avec d'autres société. Mais l'intervenante a réclamé, ou bien si vous voulez, il a posé la problématique de l'enseignement, d'éducation des enfants en situation de handicap. Et là, oui, vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. On a déjà commencé. On a commencé par introduire la dimension d'enseignement adéquat aux personnes handicapées dans le projet de loi cadre pour la protection des personnes en situation de handicap. Il vient d'être adopté au Parlement et vous savez très bien qu'il est passé auparavant par le Conseil des ministres présidé par Sa Majesté. Et aujourd'hui, nous travaillons aux côtés du ministère de l'Éducation pour introduire encore une fois la dimension de l'handicap dans le projet de loi cadre sur l'éducation sur laquelle on est en train de travailler et qui va être mis dans le circuit d'adoption bientôt, Inch'Allah. Donc, il y a un travail colossal qui se fait aujourd'hui au niveau juridique en mentionnant donc l'handicap qui était marginalisé, qui ne faisait pas objet dans l'arsenal juridique d'un côté, dans les politiques publiques intégrées. Alors, qu'est-ce qu'on a fait concrètement ? D'abord, on a fait un beau travail sur le plan juridique, un beau travail sur le plan de l'élaboration de la politique publique intégrée. Enfin, sur le plan juridique, dès que vous avez fait un beau travail, mais il y a beaucoup de la société civile aussi réclame. Dire ce qu'ils veulent. Oui. Non, mais oui, bien sûr qu'ils disent ce qu'ils veulent. Mais moi, je travaille, je produis, et jamais on avait des lois à ce niveau qui fait profiter les personnes âgées de plusieurs droits, sachant que dès l'adoption de ce projet de loi cadre pour les handicapés, eh bien tous les secteurs vont adopter et harmoniser leurs lois, leurs programmes, leurs politiques avec cette loi cadre.
De l'autre côté, je voudrais vous dire que le Fonds d'appui pour la cohésion sociale a ciblé la scolarisation des enfants en situation de handicap. On a consacré rien que au départ, 25 millions de dirhams pour renforcer la scolarisation des enfants en situation de handicap. Ça veut dire quoi, renforcer la scolarisation? C'est en termes d'infrastructure, en termes d'adaptation pédagogique? Oui, d'abord, vous savez qu'il y a des centres gérés par des associations compétentes dans la matière. Nous finançons leurs programmes, nous les appuyons et en attendant, bien sûr, qu'il y ait un enseignement public pour les personnes handicapées. Ça, je l'ai déjà dit, ça a commencé d'abord par le juridique et ça traverse la politique publique et bien sûr, il va être une complémentarité entre le public et le privé concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap. Rachid de Casa, bonjour Rachid. De Tanger, c'est pas ça. Ah, de Tanger, bon bah c'est pas grave. Bah c'est pas vous, bah je raccroche alors. Non, moi je voulais quelqu'un de Casa, moi. Bonjour, c'est Rachid. Allah yabarak fik, c'est Faisal. D'abord, salam alaikum. Salam. Veuillez bien accepter mon français parce que j'ai pas un niveau qui est le vôtre. Mais vous parlez comme vous voulez, il y a aucun problème, on vous comprend. Merci infiniment, c'est Faisal. D'abord, je félicite Radio Atlantique pour la ligne de journalisme, le programme qui est le vôtre, et je vous félicite et je vous remercie pour les sujets que vous soulevez quotidiennement. Merci Assedi. Et sincèrement, je le dis de fond de cours, vous soulevez des problèmes. Alors, c'est Rachid, on vous entend mal. Vous pouvez pas bouger un peu parce que je pense que vous n'avez pas beaucoup de réseau là où vous êtes. J'étais en route, alors j'ai stationné pour... Ah bah très bien. Pour intervenir. Allez-y, on vous entend bien là. Allez-y. Alors je trouve pas mieux. C'est Faisal, comme j'ai dit, je félicite pour le programme. Merci, vous êtes gentil, allez-y. Par exemple, je félicite d'abord et je remercie Madame la Ministre pour être présente. Merci à vous. C'est pas facile la tâche que vous avez, parce que, à mon sens, de voir les choses, vous avez, comment dirais-je, بحال اللي نتوما كتشدوا الثقل والمخلفات ديال السياسه العامه ديال الحكومه اللي كتجيب النتائج اللي هي نيجاتيف. جو فودري دير دون لو سونس على انه باش تاخذ هذه الحقيبه. بالنسبه لبزاف الناس كيشوفوها حقيبه متواضعه، انا اراها حقيبه اللي هي بريمورديال وضروريه. Ou pour faire face au dire radio ou faire face à la critique des gens, c'est encore c'est vraiment à saluer. Merci. Alors l'intervention d'Yali est simple. Sincèrement, il y a des chiffres, il y a des ولكن كاين واقع. الواقع, la réalité des choses qu'on voit sur les rues, l'intervention اللي دارت السيده اللي قبل مني. وكذلك كان واخد الاخ اللي كان قال ليبوكريزي وكذا. نو الرجل لي زونزاجي اون بوزوان دوتون بلوس الحنان والقرب ديال العائله ديالهم. ماشي ضروري لي سونتر. نعطيك اكزومبل بار اكزومبل ان اسبان بحكم لا بروكسيميتي جو فوا لا تيليفزيون اسبانيول كاين لا كريتيك كوتيديان من هاد لي سونتر اللي كياخذوا هاد الناس الكبار ما كيعتنيوش بهم. إليا دي برامج بحال ديالكم هاد ديال لانفيستيغاسيون كيبينوا شنو كيديروا هاد الناس الكبار. Alors ce qu'on va faire, Rachid, ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de vous rappeler, parce que vraiment là, il y a des moments où on vous entend pas très bien. Mais en tout cas, on a bien, déjà, je vous remercie pour tous vos remerciements, parce que ça nous va droit au cœur. Je pense que Madame la Ministre aussi. J'aimerais aussi remercier Madame la Ministre et tous les ministres qui viennent et qui rentrent dans la peau de l'expert et qui font cet exercice de répondre, aux critiques et puis aux questions concrètes aussi. Et merci en tout cas, je vous remercie encore Madame la Ministre d'être avec nous aujourd'hui. Alors par contre, par rapport à la réaction de c'est Rachid, qui nous dit qu'en gros on revient sur la question des personnes âgées, mais
On dit que finalement la tendresse et puis la proximité de la famille ne vaut pas tous ces centres-là. Mais est-ce que je reviens encore sur votre titre, qui est ministre de la Famille et de la Solidarité. Est-ce que ça s'impose, la solidarité? C'est une mentalité, c'est une culture. J'allais garder cette dernière question pour la fin de l'émission, mais je vais vous la poser maintenant. Est-ce que le Marocain est solidaire? Est-ce que la famille marocaine est encore solidaire? C'est-à-dire, on peut avoir de grands discours qui sont très utopistes en se disant oui, nous Marocains, nous sommes solidaires, mais dans les faits, clairement, aujourd'hui, il y a la campagne de solidarité qui a été menée, qui sont des grands moments où les gens peuvent faire des dons, faire des dons en argent. Mais dans les faits aujourd'hui, est-ce que vous considérez, vous qui êtes à la tête de ce ministère, que le gouvernement est solidaire, que le Marocain est solidaire, que la société civile est assez active? Est-ce que la société civile est plus active que les autorités? Est-ce qu'on est solidaire? Non, je vais vous dire, avant, notre société était plus solidaire. C'était un acte de réflexe entre voisins, entre familles. Mais aujourd'hui, on peut dire que la solidarité est devenue réglementée, institutionnalisée. Donc, ce n'est plus un acte de société, mais c'est un acte qu'on pense faire. Il ne fait plus partie de nos réflexes quotidiens. Parce qu'avant, vous savez, on n'a jamais peur de demain parce que il y aura toujours un voisin qui va vous aider, qui va, je ne sais pas si un mal vous arrive, il va vous sauver, etc. Les gens s'entraident même au niveau de l'alimentation, etc. Mais aujourd'hui, non, ce n'est plus un état de société. La psychologie de la société aujourd'hui a changé. Bien sûr, tout le changement qu'a connu le monde, on vit à l'ombre de ce changement que connaît toute la société dans le monde. Alors, est-ce que il y a une action solidaire? Oui, bien sûr. Il y a de plus en plus des associations de solidarité qui sont bénévoles. Il y a la grande initiative de Sa Majesté le Roi, vous venez de le citer. Il vient de lancer la 18e campagne de solidarité. C'est un grand moment où il y a une convergence aussi d'initiatives gouvernementales, société civile, etc. Et il faut pas oublier que notre ministère joue un grand rôle dans cette mobilisation pour plus de solidarité. Il faut absolument citer la subvention que donne le ministère aux associations qui, l'année dernière, a monté jusqu'à 314 millions de dirhams. Bien sûr, dans toutes les spécialités confondues. Pour réagir à ce que disait Rachid, qui nous disait, voilà, il faut vraiment axé encore une fois sur les personnes âgées, puisque vous nous avez parlé des centres, de ces maisons de retraite, on avait cité 64. Mais est-ce que on peut compter sur la solidarité au détriment des politiques de prise en charge? C'est ça la question aujourd'hui. Est-ce qu'on est dans l'équation en se disant ah ben non, mais il faut encourager les gens à être de plus en plus solidaires, à garder cette cellule familiale, à ces réflexes, mais pour ne pas occulter quand même qu'il faut à un moment donné faire face à une réalité ou anticiper l'évolution de la société marocaine dans les prochaines années? Mais non, ça relève des prérogatives du gouvernement d'assurer donc les droits pour tous les citoyens et citoyennes. Mais la société civile est là, qui travaille d'une façon bénévole. On compte sur elle dans un partenariat responsable entre le gouvernement et les associations. L'État fait l'effort qu'il doit faire d'abord au niveau d'élaboration des politiques publiques et aussi les lois, mais il faut être solidaire sur la question de solidarité aussi. Je vais vous dire,
il ne faut pas abandonner la société et la livrer à elle-même sur la question de la cohésion sociale. Il faut la soutenir, il faut la sensibiliser sur cette question. J'illustre ce sujet par quelque chose qui est très touchant. Voilà, c'est Leïla qui nous pose sur la page Facebook des experts, qui vous dit: bonjour Madame la Ministre, on a beau être solidaire, on a beau vouloir donner toute l'affection que nous possédons, mais que faire quand on a sa maman ou son papa atteint de maladie d'Alzheimer et qu'on est obligé de l'enfermer à la maison parce qu'on doit aller au travail pour qu'il ne sorte pas et se perde. Oui, vous savez, par exemple, il y a des maladies telles que les maladies de reins. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus des centres de dialyse qui sont financés ou par le gouvernement ou la gestion. Non, mais vous comprenez la détresse de ce poste, hein, qui lui dit voilà, qu'est-ce qu'on fait ? L'Alzheimer, c'est une maladie des personnes âgées. Et qui s'impose de plus en plus sur la sellette sanitaire. Ça veut dire que le gouvernement, surtout le ministère de la Santé, doit s'en charger parce qu'il a une charge très lourde sur les familles, là où il y a des personnes âgées qui endurent de cette maladie d'Alzheimer. Et bien sûr, les familles doivent être soutenues, que ça soit par des prestations adéquates ou que ça soit parfois par des subventions, des aides directes, surtout pour les familles en cas de précarité. La société marocaine est en mouvement et le gouvernement marocain, quelle que soit sa couleur, bien sûr, il fait au maximum ce qu'il peut pour améliorer le bien-être de la société. J'ai pas fait de politique, je suis ici en tant qu'expert. Voilà, merci. Donc, j'ai répondu selon Merci Madame la Ministre d'avoir répondu. Questions. Il est 11h58, vous avez été avec nous pendant 2 heures. Merci d'avoir répondu à notre invitation, d'être rentré justement dans la peau de l'experte et d'avoir répondu aux questions des gens. On a abordé beaucoup de sujets, pas autant qu'on aurait voulu. Bassima Harkaoui était notre invité, ministre de la Solidarité, de la Femme, de la Famille, du Développement social. Vous pouvez dire aux femmes marocaines que vous les aimez ? Beaucoup. Voilà. Et ils le savent. Elles le savent ? Ah oui, pas ils toutes. savent que je les aime. Même celles qui font la polémique, vous les aimez quand même ? Oui, moi je les aime et elles-mêmes, c'est pour cela que je parle d'une dissonance cognitive qui fait que ils m'aiment et pourtant ils font la polémique. D'accord, dissonance cognitive. Si vous voulez en savoir plus, allez lire l'ouvrage de Léon Festinger, L'échec d'une prophétie. Ah oui. Ça c'est pour la culture, 11h59. Merci d'avoir été avec nous. Excellent appétit, excellent week-end et on se retrouve lundi.